Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais parler de droit et de fiscalité avec Anne Edma. Avocate fiscaliste et fondatrice du cabinet Amlea Avocat, Anne Edma aide les entrepreneurs à structurer leur entreprise pour protéger leurs revenus, réduire leurs impôts et maximiser leur investissement. Depuis maintenant 7 ans, elle contribue à améliorer l'accessibilité aux services juridiques en innovant dans son offre de services, privilégiant qualité, simplicité et transparence. Mais avant de commencer, j'aimerais ça vous demander de commenter, de partager, de liker le podcast parce que chaque petite interaction nous aide à sortir davantage et aller chercher des commanditaires. J'aimerais ça remercier nos commanditaires qui sont partenaires avec nous, c'est-à-dire la Banque nationale qui sont partenaires depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, le MEIA, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté. Alors, si vous avez des difficultés, aucune gêne, appelez au programme Persévérance, ils sont là pour vous aider. Le réseau mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref et bien sûr, mon commerce en ligne. Je vous invite aussi à écouter le podcast d'InfoBref. À tous les matins, ils sortent un podcast de 3 à 4 minutes où est-ce que vous avez l'essentiel de l'actualité. Sans plus tarder, j'aimerais ça inviter mon invité Anne Edma. Bonjour, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Je suis excité de notre discussion aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de questions et puis c'est souvent le droit puis la fiscalité, on embarque. Moi, en tout cas, je vais parler pour moi. Quand je suis embarqué dans l'entrepreneuriat, j'avais une base que j'ai appris à l'école dans mes cours, mais il y a plein de détails que je lisais un contrat, puis hey, c'était tellement complexe. Puis là, je ne savais pas si je pouvais me faire avoir. Puis j'ai d'autres amis à qui j'ai parlé qu'au final, il y avait des clauses dans certains contrats que, et finalement, c'était vraiment plus intense, plus grave qu'à long terme, que qu'est-ce que ça pouvait paraître à première œil. Puis c'est vraiment là que je suis content de te parler. Puis j'aimerais ça qu'on commence la discussion par les pour et les contre des formes juridiques. Il y a plusieurs formes juridiques qui existent, là, mais si on peut aller voir sur les formes juridiques les plus communes, puis qu'on regarde un petit peu les pour et les contre de chaque forme juridique. Définitivement, puis merci pour l'invitation. C'est définitivement un sujet qui est, tout ce qui est le juridique et la fiscalité, ce sont des sujets qui sont essentiels puis qui peuvent avoir un impact très important sur ton entreprise. Entre autres, à commencer par les formes juridiques parce que quand on a une idée, ben, la première question que nos clients vont nous poser, c'est OK, j'aimerais me lancer en affaires, que ce soit du e-commerce ou avoir un restaurant. Tout le monde passe par la même première question qui est, c'est quoi la forme juridique? Il faut que tu l'enregistres quelque part ton entreprise. Et là, j'aime comme simplifier la question, dans le sens que si tu es tout seul, est-ce que tu vas démarrer quelque chose dont tu es certain des revenus qui seront générés ou est-ce que c'est encore très incertain, c'est nouveau, tu n'as aucune idée de ce que le marché va en penser? Le cas échéant, on hésite donc entre l'entreprise individuelle ou l'incorporation. Puis concrètement, les pour et les contre, l'entreprise individuelle, c'est facile pour démarrer rapidement. Tu t'enregistres sur le REQ, tout le monde peut le faire. Comme littéralement, même si des gens viennent nous voir, est-ce que tu peux enregistrer mon entreprise individuelle? Je vais leur dire, fais-le tout seul, pour vrai, ça se fait en 30 minutes. Tu vas avoir ton NEQ. Les côtés peut-être moins positifs de ça, c'est qu'il faut faire attention au type d'activité que tu fais. Dans le sens que si c'est une activité qui est risquée, exemple dans la restauration, tu prépares des plats, les gens viennent manger chez vous et tout. Est-ce que je ferais une entreprise individuelle pour ça? Peut-être que non, parce que je veux protéger ma responsabilité. Dans le sens que si un client a une allergie puis décide de te poursuivre, ben, en ayant une compagnie, c'est vraiment que la compagnie qui va être touchée puis qui va dédommager. Alors que si quelqu'un est vraiment travailleur autonome, ben, tu viens comme impliquer toute ta responsabilité et tes actifs si tu en avais aussi comme individu. Puis, il faut juste garder en tête la fiscalité, dans le sens que quand tu es travailleur autonome, si tu as aussi un salaire en même temps, donc beaucoup de tes clients vont commencer avec un side hustle, fait qu'ils ont les deux. Ben, si tu génères plus de revenus, c'est plus d'impôts que tu paies parce que ça vient s'ajouter à tout ce que tu faisais déjà en même temps. Donc ça, c'est l'élément à garder en tête, c'est que le moins positif, c'est que comme travailleur autonome, plus de revenus, plus d'impôts. Donc si tu sais que tu vas générer plus que ce que tu as besoin, considère l'incorporation. Puis l'incorporation, c'est peut-être plus complexe au début, mais au moins ton taux d'imposition est flat avec le 20 si tu n'as pas d'employé jusqu'à 500 000 de profit.
Wow, c'est beaucoup d'informations. Alors, je vais juste essayer de résumer pour voir si je comprends bien. Alors, rapidement, quand que je me lance en affaires comme travailleur autonome ou une petite entreprise, il y a deux chemins qui s'offrent à moi principalement. Le premier chemin, c'est une entreprise individuelle où est-ce que je n'ai pas d'incorporation, je fais juste m'inscrire au numéro, je fais juste m'inscrire aux règles, je vais avoir un NEQ, un numéro d'entreprise du Québec, je crois, Mhm. l'acronyme. Puis, avec ce numéro-là, je vais être capable d'opérer facilement, très rapidement, mais il n'y a pas de différence entre l'entreprise et moi. Alors, l'entreprise, c'est moi, c'est mes biens personnels, mes biens d'entreprise, c'est tout au même endroit. Puis, l'autre Mhm. option, c'est si, pour plusieurs aspects, je peux incorporer une entreprise. Alors, je peux créer comme une personne morale de l'entreprise, créer vraiment une entreprise distincte, ou est-ce que là, ça va être séparé de moi, puis avoir une entité. Là, je vais avoir des avantages fiscaux, mais je vais aussi avoir des avantages où est-ce que ça va être séparé de moi. Alors, si j'opère un garage automobile, si j'opère un restaurant, si j'opère une imprimerie, ben, ça va être séparé de moi. Alors, s'il arrive un problème, il y a, ça va être, il y a plus de chances que ça reste simplement dans l'incorporation qu'à la place d'aller tout chercher mes biens personnels. Puis aussi, il y a des avantages fiscaux où est-ce que mon taux d'imposition il est maximisé. Alors, si je n'ai pas besoin de tout l'argent que je génère dans mon entreprise, je peux en laisser dans mon entreprise et payer moins d'impôts à la fin de l'année. Est-ce que j'ai bien compris? Exactement. Tu as très bien compris, puis tu peux ajouter que pour les incorporations, souvent, si tu vas aller prendre du financement, ben, tu as pas le choix d'aller vers l'incorporation de toute façon pour pouvoir donner des parts de ton entreprise. OK, super. Alors, quand on parle de capital de risque, si je veux avoir un partenaire, si je veux, pour séparer des parts d'entreprise, j'ai pas le choix d'avoir une incorporation. Puis pour le financement à moyen terme, est-ce que l'incorporation va me permettre de diminuer mes garanties personnelles? Oui, mais à moyen long terme, dans le sens que c'est très commun de même si tu es incorporé, si la compagnie signe pour un prêt, donc contracte un prêt, même sa carte de crédit corporative ou autre, les lignes de crédit, généralement, les banques vont indiquer que les actionnaires derrière sont responsables, sont caution. Mais ultimement, si l'entreprise elle a ses propres actifs, puis elle a de l'inventaire ou autre, ça peut permettre de réduire cet engagement, mais ça dépend toujours du service ou du produit qui est offert par la compagnie. Je comprends super bien. Puis ça m'apporte à ma prochaine question sur les bails. Ah, avant d'aller à la prochaine question, est-ce qu'on a fini sur les formes juridiques? Il y a d'autres formes juridiques. On peut-tu. Parfait, on va finir. On va juste nommer Ben, les autres formes juridiques rapidement ouais, pour que les gens les connaissent sans aller trop en détail, là. définitivement. C'est vrai que j'ai simplifié avec ces 2 options, mais si vous êtes 2 personnes, on hésiterait entre la société en nom collectif, donc quand on est 2 ou plus, qui est l'équivalent de travailleurs autonomes qui sont en affaires ensemble. Fait que c'est les mêmes risques et avantages qu'une entreprise individuelle. Puis l'incorporation, ça reste l'autre option. Puis si quelqu'un veut, il y a comme la coopérative, exemple, tu sais, il y a les OBNL. Fait qu'il y a d'autres options, mais vraiment dans un traditionnel cas d'entrepreneur qui se lance, on est pas mal entre entreprise individuelle, société en nom collectif, incorporation. Super. Puis après ça, je peux aussi me lancer avec une OBNL, une organisme à but non lucratif ou une coopérative, une coop, là. Alors, c'est d'autres systèmes aussi qui existent. Mais si vous vous posez des questions, allez voir des spécialistes là, pour aller plus loin que ça. On va passer à la prochaine question. Puis là, tout à l'heure, on a parlé dans l'incorporation, on peut quand même aller chercher un prêt puis avoir des garanties personnelles. Alors, c'est pas vrai que j'ai une incorporation puis automatiquement, ils peuvent pas aller chercher ma maison, là, dépendamment des contrats que je Mhm. signe. Puis un des contrats un des premiers contrats que j'ai signé quand que je me suis lancé en affaires, c'est un bail commercial. Alors, je suis allé chercher un loyer pour mon entreprise. Alors, comment que ça fonctionne, les baux commerciaux ou les bails commerciaux? Et comment que ça fonctionne? Puis c'est quoi qu'il faut que je fasse attention là, dans les bails commerciaux? Là? Oui. Donc, en fait, c'est complètement différent de ce qu'on connaît avec la Régie du logement, puis les baux résidentiels. On est vraiment dans une autre dynamique, c'est le Far West. Vraiment, en fait, c'est un contrat qu'on signe de gré à gré avec les propriétaires. Il y a quelques articles de loi dans le Code civil, mais vraiment, c'est comme qu'est-ce que vous avez décidé entre vous, puis qu'est-ce que vous avez signé. Ce qui fait en sorte que ça peut être très tricky parce que les baux commerciaux sont rédigés souvent par le propriétaire en sa faveur. Fait que ce qu'il faut garder en tête de un, c'est que généralement, ils vont être pour 5 ans, pour 10 ans. Donc, c'est vraiment des longs baux. On ne connaît pas la clause de résiliation, sauf si on en a négocié une. Donc, généralement, tu signes, puis peu importe la pluie, le beau temps, la pandémie, pas de pandémie,
il faut, exemple, demeurer engagé. Donc, on a vu quand même beaucoup de cas les dernières années avec ce qui est arrivé. Et après, il faut aussi garder en tête tout ce qui est les travaux. Donc, qui s'occupe des rénovations mineures comme majeures? Donc, on peut avoir des propriétaires qui se dédouanent complètement par rapport à ce qu'ils doivent faire dans le bien, puis ils s'occupent juste du contenant, disons. Donc, il faut regarder en fait comment est-ce que ça va être arrangé s'il y a des travaux à faire. Puis aussi, il faut faire attention au niveau du renouvellement. Donc, est-ce que tu vas avoir, quel taux tu vas avoir par pied carré l'année prochaine ou dans 5 ans au renouvellement? Donc, d'y penser d'avance parce que si c'est pas prévu, ben, dans 5 ans, tu peux adorer ton local et tu veux peut-être rester pour un autre 5 ans, mais le prix par pied carré pourrait devenir trop élevé pour que tu puisses continuer. Donc, ça, ce sont déjà quelques éléments quelques pistes. Parce que si je comprends bien, il y a pas de norme, là. Je finis mon bail, puis il peut doubler mon loyer si le propriétaire le désire, là. Il y a rien qui l'oblige à garder mon prix, une augmentation de 5 maximum. Il y a rien qui l'oblige à ça dans le commercial, là. Exact, sauf si finalement parce qu'en fait, tout se négocie vraiment au moment de négocier le bail et non après. Donc si c'était pas prévu, ben, il faut s'entendre sur quelque chose, sinon on risque de devoir quitter les lieux. Fait que tout se joue avant. Alors, si je comprends bien, là, qu'est-ce qu'il faut que je négocie absolument, c'est mes clauses de résiliation de bail. Alors, comment que je peux faire pour annuler mon bail puis être conscient, c'est quoi les coûts d'annuler mon bail? Parce que automatiquement, ça veut pas dire je peux signer un bail de 10 ans, puis ça veut pas dire que je peux l'annuler. Je peux être pris pour payer ce bail-là pendant 10 ans. Puis la deuxième chose, c'est au terme de mon bail, c'est quoi les augmentations, prévoir l'augmentation du terme de bail pour ne pas me faire prendre à la fin de mon bail que j'ai fait plein d'améliorations locatives, que je suis un peu pris là, puis que finalement, je ne peux pas garder mon local, là. Effectivement. Puis, on a parlé aussi des travaux, qui va s'en occuper, s'il faut faire des rénovations et autres. Et des fois aussi, on peut les négocier avant d'entrer dans le local que le propriétaire en fasse. Ça peut faire partie aussi de ça. Puis là, il faut regarder, est-ce qu'on demande aussi, si c'est nous qui les faisons, ben, est-ce qu'on demande des mois gratuits, le temps de les faire? Donc, ça peut être ça aussi auquel on devrait faire attention. Puis, ça, c'est des super de bonnes. Puis, conventionnellement, dans des beaux commerciaux, est-ce que la responsabilité du loyer, si mon entreprise ferme, est-ce qu'elle devient personnelle conventionnellement, C'est un, là? c'est un bon point parce que justement, un des éléments auxquels il faut faire attention, c'est est-ce que tu es caution pour ton bail ou non? Un peu comme on disait avec l'incorporation. Donc, typiquement, tu vas vouloir signer ton bail au nom d'une incorporation, comme de base, si tu t'embarques dans un engagement de si long terme. Mais si tu t'es porté caution, ça ne change rien d'avoir une incorporation. Tu peux être quand même tenu responsable. Fait que dans un monde idéal, tu vas avoir signé le bail au nom de l'incorporation et tu n'es pas caution. Comme ça, au moins, si tu veux plus être là, puis que c'est parce que l'entreprise ne roule plus, ben, tu sais que le pire qui peut arriver, c'est que l'entreprise doit faire faillite. Mais si jamais tu voulais aller ailleurs pour avoir un plus grand espace, des fois, c'est juste ça. Tu es quelque part, mais tu as signé pour 5 ans, mais au bout de 2 Mmh. ans, ça roule vraiment bien, puis tu as comme 10 employés de plus. Tu pas d'espace, puis c'est pas le même propriétaire, a peut-être pas d'autres locaux pour te permettre d'avoir plus d'espace, donc il faut que tu t'en ailles. C'est un ça, j'y avais pas pensé. Une croissance, autant que ça va pas bien, mais autant que ça va trop bien, il faut changer de local, je peux être pris avec mon bail. C'est quand même, à bien réfléchir. Puis là, on a parlé du bail, puis disons que j'ai des partenaires, puis on se lance en affaires, on trouve un local, on ouvre notre restaurant, on ouvre notre garage automobile, on ouvre, notre firme de conseil et puis là, il y a quelque chose que quand on se lance en affaires, souvent, c'est parce qu'on s'entend bien. Mais la chose que c'est important de faire quand on s'entend bien, j'imagine que c'est la convention d'actionnaire. C'est quoi les bases de la convention d'actionnaire à avoir, là? Puis, est-ce que je suis mieux d'attendre ou je suis mieux de le faire avant de me lancer? Ouais. Puis c'est un bon point parce que j'ai déjà eu une anecdote où est-ce que on parle de 2 partenaires qui se lancent ensemble pour ouvrir un restaurant avant la pandémie et avant même que le restaurant ouvre, les partenaires ne s'entendent plus et se séparent sans avoir même le temps de faire leur contrat entre actionnaires. Puis là, la pandémie arrive, puis le partenaire restant avait lancé le restaurant, mais quand ils ont signé le bail au nom de la compagnie, ils étaient caution. Fait que finalement, tu as comme un mélange de tous les concepts qu'on vient de dire. Fait que moi, ce que j'ai rencontré comme personne, c'est celle qui avait quitté l'entreprise, mais qui était comme caution au bail, mais elle était plus dans la compagnie, mais son nom apparaissait comme responsable.
Et ça peut faire en sorte que même si tu es plus dans la compagnie, tu es encore caution, fait que finalement, on peut t'avoir racheté, puis le propriétaire pourrait venir te voir pour te dire, même si le restaurant fonctionne plus, puis tu étais parti, c'est toi qui dois être responsable. Fait que ça m'amène à parler justement de la convention entre actionnaires, où est-ce que quand tu te lances en affaires avec un partenaire, que vous soyez frères et sœurs ou cousins ou les meilleurs amis du monde, idéalement, d'emblée, on prépare la convention entre actionnaires. Puis c'est mieux de le faire quand on s'entend bien, puis quand on partage la même vision, parce que vous allez vous entendre plus facilement, puis vous allez être raisonnable, puis vous allez comprendre que oui, peut-être qu'un jour vous serez plus ensemble, et pas forcément pour des mauvaises raisons. C'est moi, j'aime dire à mes clients, peut-être qu'il y en a un qui va vouloir aller en Australie pour vivre une expérience extraordinaire, puis finalement, il veut plus s'impliquer dans la compagnie. Fait que comment est-ce qu'on gère ça? C'est pas parce qu'on est, c'est pas forcément parce qu'on ne veut plus travailler ensemble. Mais c'est mieux de le faire très tôt. Puis même si des fois, on encourt beaucoup de coûts de démarrage parce qu'on doit faire l'incorporation, le bail commercial si on en a un, la convention, mais ça reste que c'est un investissement qui permet de faire en sorte que si on ne s'entend plus ou quelqu'un doit quitter, ben c'est clair comment est-ce qu'on s'y prend dès le début. Puis ça m'apporte une autre question, là. On a fait notre convention d'actionnaire, tout est décidé, il y a des clauses shotgun, il y a plein de documentation aussi sur les conventions d'actionnaire disponibles sur le site d'allianceentrepreneur.com. Alors, je ne vais pas aller en détail, là, on a beaucoup de l'essentiel de ça, mais j'ai une question quand même, là, parce qu'on parlait de la responsabilité, tu as mentionné quelque chose. Deux associés qui sont ensemble, il y en a un qui quitte l'entreprise, mais son nom, il est encore caution sur le bail. Si je ne suis plus actionnaire de l'entreprise, que j'ai une convention d'actionnaire qui me dégage des responsabilités, que ça va à l'autre personne, mais je n'ai pas enlevé mon nom comme cautionnaire sur le bail. Si l'entreprise fait faillite, mon partenaire fait faillite, est-ce que le, la- le, le propriétaire peut quand même revenir contre moi? Ben, c'est la particularité et j'ai pas la fin de l'histoire parce que je pratique pas en litige. Parce que lui, il se demandait: «Mais là, est-ce que je devrais comme vider mes CELI, envoyer ça quelque part pour être sûr que j'ai plus rien à mon nom?» Mais la particularité, c'est que le propriétaire pourrait potentiellement, puis j'y vais vraiment avec une présomption, pourrait potentiellement regarder ça puis dire: «Écoute, moi, ce sont les individus qui s'engagent, peu importe ce qui se passe avec la compagnie. Si vous, vous étiez engagés, finalement, que compagnie ou pas, vous alliez être responsable». Fait que ce qui est arrivé entre vous 2, que tu es parti, tu es pas parti, moi, exemple, ça m'intéresse pas. Il me reste une personne sur qui m'acharner, fait que je vais y aller avec toi. Donc, est-ce que ça fonctionnerait? Peut-être qu'éventuellement, en cours, on pourrait débattre que j'avais quitté dès le début et tout, mais juste le fait que tu te rendes jusque-là, tu as déjà dépensé trop d'argent avec Oh. la situation. Puis c'est de faire attention quand on quitte l'entreprise, de s'assurer d'enlever nos noms de toutes les cautions partout où est-ce qu'on avait. Des fois, on peut avoir un prêt qu'on a oublié, on a pris un véhicule de livraison pour l'entreprise, notre nom il est dessus. Là, on a parlé de l'immeuble, mais ça peut être aussi l'inventaire que notre nom il est dessus, une marge de crédit qui traîne. Ben, Oui, notre partenaire peut remplir la marge de crédit, puis finalement, j'étais caution personnelle sur la marge de crédit. Alors, on peut avoir des surprises. Fait que si je comprends bien, c'est oui, la convention d'actionnaire, c'est super important quand on s'entend bien. Mais quand on se sépare, c'est de s'assurer de savoir partout où est-ce qu'on a des prêts pour s'assurer d'enlever notre nom partout, là. définitivement, définitivement. Puis là, on a dit convention d'actionnaire, on lance, là, tout va bien, l'entreprise va bien, on était un, 2 partenaires. Là, je m'en vais engager mon premier employé. Heu, est-ce que je devrais avoir un contrat de travail automatiquement quand que j'embauche une ressource? Mhm. Ben, du moment où on détermine que cette personne qu'on recrute va être vraiment un salarié, peu importe qu'elle soit à temps partiel ou à temps plein, on devrait avoir un contrat de travail. Principalement, si j'avais à nommer la première raison, c'est au niveau de la propriété intellectuelle. Donc, concrètement, on a un employé qui, exemple, on est dans le service conseil, puis il crée des processus, il nous fait des recherches, il nous fait des rapports. Tu sais, il nous aide vraiment à bâtir peut-être les concepts qu'on va ensuite vendre aux clients. Mais ce qu'on veut être certain, finalement, c'est que tout ce que notre employé a conçu dans le cadre de son travail demeure la propriété intellectuelle de la compagnie. Donc, ça, ce serait la raison numéro un. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est la non-concurrence, la non-sollicitation, qui va de soi. Mais je te dirais quand même, il faut garder en tête que cette personne va avoir accès à beaucoup d'informations privilégiées par rapport à l'entreprise. Puis c'est quoi mes recours? Disons que j'ai un employé que j'embauche, je forme, il devient super bon, par exemple, il devient un estimateur pour ma firme conseil, je partage toutes mes tactiques. Là, dans ma non-concurrence, j'ai pas le droit de l'empêcher de travailler ailleurs, mais c'est quoi c'est quoi, point de vue légal? Parce que, tu sais, veux pas,
j'investis énormément là, dans cette ressource-là. Et puis, demain matin, il pourrait décider d'aller à mon compétiteur à l'autre bord de la rue. Mais c'est quoi vraiment, là, tu sais, que légalement, ça peut me protéger à dire ça? Oui, tu l'as volé de chez moi, c'est ma propriété intellectuelle. Ma liste de clients, ma liste de fournisseurs, c'est plus difficile, mais liste de clients, là, c'est quoi vraiment là, mes Ouais, limites légales que je peux avoir comme protection? c'est un bon point parce qu'une clause de non-concurrence mal rédigée, l'équivalent comme de rien avoir. Fait que concrètement, quand on met en place une clause de non-concurrence, il faut penser à la durée de la clause. Donc, elle peut pas être pour 10 ans. Tu sais, ça peut pas être pour une durée qui est trop abusive. On doit penser à la couverture. Donc, est-ce que c'est pour le Québec, le Canada ou juste comme exemple un salon de coiffure? Ça aurait pu être un rayon de 5 kilomètres à 10 kilomètres, puis c'est très correct dans le sens que je peux aller travailler chez un concurrent, entre guillemets, parce que la personne qui allait dans celui-ci ira peut-être pas dans l'autre qui est à 10 kilomètres. Puis après, ça va être aussi la nature des activités. Donc, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à protéger? Parce que concrètement, tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller gagner sa vie ailleurs. Donc, c'est vraiment important de bien la rédiger en prenant en considération ces différents paramètres. Mais moi, qu'est-ce qui m'inquiète, là, puis là, je vais pousser un peu la réflexion parce que en tant euh, comme entrepreneur, j'embauche des gens, j'embauche des représentants, j'embauche des gens que je forme pour aller vendre sur la route. Je lui donne une partie de ma liste de clients, puis je lui dis, ceux-là, tu vas t'en occuper. Puis là, moi, je suis pas régionalement, ça peut être une bonne partie de la province du Québec. Il arrive un conflit avec cette ressource-là où il est vraiment performant. Mon compétiteur décide de me faire une offre alléchante. Il s'en va travailler pour mon compétiteur. Il y a ma liste de clients, il y a ma liste de prix. Ouais. Fait que là, ce que tu as après, on avait la non-concurrence, mais après, tu as aussi la non-sollicitation qui vient comme s'ajouter en plus. Ou est-ce qu'on va avoir la non-sollicitation des clients et la non-sollicitation aussi, si on veut, des employés, des fournisseurs. Donc, vraiment pour s'assurer que la personne ne parte pas en plus avec ma liste de clients, puis avec décide de débaucher certains membres de mon équipe qui étaient aussi performants. Après, dans la vie de tous les jours, malheureusement, la liste de clients, ça se peut qu'il l'ait. Puis après, on a la clause de non-sollicitation, mais ça reste qu'il l'avait avec lui. Puis il y a peut-être des copies ailleurs. Mais dans ta clause de non-sollicitation, tu vas vouloir mettre des conséquences pécuniaires aussi. Donc, finalement, si tu réalises qu'il ne l'a pas respecté parce que c'est trop facile, il a accès aux informations, ben après, c'est de voir comment est-ce que tu appliques les conséquences que tu avais prévues à ton contrat. Mais c'est la non-sollicitation qui va venir te couvrir pour ça avec la confidentialité aussi. OK. Puis c'est quand même, j'ai une protection. Puis s'il ne respecte pas, c'est comme une entente avec un partenaire que je rajette dans une convention d'actionnaire, que c'est non-sollicitation, non-concurrence. Il y a les mêmes. Je peux avoir de façon similaire la même chose avec un employé pour euh, limiter les dégâts d'un employé clé qui peut partir chez un concurrent. Absolument, ouais. Puis Ah, c'est après, quand comme on disait, excuse-moi, comme on disait, c'est sûr que ça va pas être pour toujours, mais tu veux te donner assez de temps pour préserver ton chiffre d'affaires et tes relations clients. c'est quand même rassurant, ça. Puis, on a parlé des contrats de travail. Euh, dans Maintenant, l'entreprise va super bien. C'est quand que je devrais aller voir un fiscaliste? C'est à quel moment que je devrais m'entourer d'un fiscaliste? Parce que les coûts sont quand même élevés, mais c'est quand dans mon time frame que je devrais aller chercher un fiscaliste, là? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que dans un monde idéal, je dirais, trouve un comptable qui est fiscaliste, ça existe. Comme ça, tu as un peu le meilleur des deux mondes parce que c'est un peu difficile de choisir ou de savoir c'est quoi le bon moment. Parce que concrètement, ça dépend aussi à quel point est-ce que le comptable offre le service conseil ou accompagne aussi l'entrepreneur dans son quotidien. Parce que typiquement, le fiscaliste, on peut l'interpréter comme étant la personne qui va nous aider à optimiser notre fiscalité, réduire nos impôts, penser à certains crédits, déductions qu'on aurait pu avoir. Mais tu peux avoir un comptable qui est quand même assez ouvert, puis qui fait pas juste produire ta déclaration, puis qui te donne ces différentes astuces. De ma perspective, en tant qu'avocate et fiscaliste, les entrepreneurs que je vais rencontrer, quand est-ce qu'ils ont besoin de moi? Ça veut dire que on a généré un certain chiffre d'affaires, puis on veut revoir sa structure pour voir, OK, j'ai des liquidités supplémentaires. Euh, Est-ce que je les investis avec ma compagnie unique ou est-ce que je crée une compagnie mère? Est-ce que mon autre activité, je la crée ici? Comment va être l'argent d'une entité à une autre? Fait que je te dirais que l'élément déclencheur peut être, ben, tu génères des revenus supplémentaires, puis tu es prêt à revoir ta structure, les investir, puis tu veux optimiser ça. Mais
même celui qui démarre, puis qui a ses premiers chiffres d'affaires, a aussi besoin quand même de conseils fiscaux pour s'assurer qu'il tire au maximum ce qu'il peut aller chercher. Donc, c'est là qu'il faut, Qu'il je te faut dirais, balancer c'est entre les deux. ça. Je te dis, au pire, on peut le voir comme étant coûteux, mais peut-être commencer par des consultations ponctuelles avec un fiscaliste, juste pour voir est-ce que vous avez des astuces à me partager. Y a-tu des choses qu'il faut vraiment que je sache que je me lance dans mon entreprise ou au début de mon organisation qui peut avoir des gros impacts lors de la vente de l'organisation ou plus tard dans l'organisation du point de vue fiscal que je dois avoir prévu longtemps d'avance ou tout se corrige dans le temps? Tout se corrige dans le temps, mais dans un bon échéancier. Voulant dire que si j'anticipe éventuellement de vendre, ça se corrige, mais ça se corrigera pas à 90 jours de la transaction. Fait qu'il faut, il faut quand même qu'on puisse se projeter. Donc, si quelqu'un voit que son entreprise a un potentiel d'être vendue ou que tu la démarres, puis tu sais que toi, ton exit, c'est que tu veux vendre, ben alors assure-toi potentiellement dès le début que tu t'incorpores, même si que tout le monde peut s'incorporer maintenant en ligne ou autre, ben assure-toi de t'incorporer puis d'avoir, exemple, un capital action qui est diversifié pour des potentiels partenaires. Assure-toi d'avoir un livre de minutes parce qu'éventuellement, quand tu vas vouloir vendre, il va falloir que tu aies un livre de minutes qui est à jour. Tu ne veux pas retourner 10 ans derrière à essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Puis après, si tu veux éventuellement vendre, tu veux peut-être avoir droit à la déduction pour gain capital, qui est une déduction auquel les entrepreneurs peuvent avoir droit si leur entreprise se qualifie. Mais pour se qualifier, il faut que tu t'y prennes au moins 2 ans d'avance. Fait que c'est sûr que certaines choses nécessitent de Plus de planifier. préparation. C'est ça, exactement. Puis là, on a parlé de l'entreprise. Puis si jamais je génère beaucoup de revenus, puis je pense que je vais vendre, puis je vais tout prendre mon gain en capital non imposable pour moi, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'aimerais ça qu'il y ait d'autres gens bénéficiaires. Je pourrais créer une fiducie. À quel moment que je peux créer une fiducie pour m'aider à partager le gain en capital? Est-ce que j'ai 2 ans d'avance? Parce que, est-ce que c'est, dans le fond, ma question, c'est quand que je fais un changement fiscal là, de cette nature-là, par exemple, que je crée une compagnie de gestion, que je crée une fiducie, est-ce qu'ils cristallisent la valeur d'action de la journée que ça a été créé ou de la journée que moi, j'ai été propriétaire de ces actions-là? Hmm. Donc, du moment, en fait, toi, tes actions, toute leur prise de valeur va être rattachée à toi. Mais quand tu vas venir intégrer ta compagnie de gestion ou la fiducie, selon le mode par lequel tu les intègres, mais la fiducie, exemple, tu l'intègres, quand elle arrive, c'est pour la plus-value future depuis son intégration. Elle ne va pas forcément profiter du passé. Fait que si tu décides de l'ajouter, ta fiducie, 2 ans avant la vente, ben, j'espère pour toi que le plus gros de ta prise de valeur était dans ces 2 années. Sinon, ta multiplication avec les autres membres de ta famille, elle vient juste t'aider à un certain degré, mais toi, tu vas avoir le plus gros entre tes mains. Ça peut aussi être stratégique, excuse-moi. Tu pourrais te dire, je vais attendre un peu, je vais en accumuler entre mes mains, mais si tu vois que ça va devenir disproportionné par rapport à ce à quoi tu as droit, tu peux planifier d'intégrer d'autres personnes. Puis c'est pour ça que je posais la question, là. Je voulais juste clarifier. Puis je vais juste peut-être synthétiser pour voir si j'ai bien compris. Alors, on peut changer des points de vue fiscaux environ n'importe quand dans le temps, mais si je comprends bien, chaque changement de nature, comme changer les actions dans une compagnie de gestion, il va y avoir une réévaluation d'argent, des actions de la journée de la transaction, d'actions, même si c'est de moi à ma compagnie de gestion. Puis, c'est pour la valeur future que ça va être changé. Alors, si j'attends trop longtemps pour créer ces compagnies-là, ben, mon gain va être principalement à mon nom personnel avant d'aller dans mes entreprises. Exactement. Puis après, il y a la notion de compagnie de gestion pour quelqu'un qui veut vendre ou quelqu'un qui veut pas vendre. Parce que sans vouloir complexifier la chose, mais exemple, quelqu'un qui veut une compagnie de gestion, mais il pense pas vendre, c'est juste que lui, il veut revoir sa structure et tout. Il y a moyen de l'intégrer en lui donnant ce que tu avais comme valeur déjà accumulée. On appelle ça un roulement. Fait que c'est différent. Mais si on parle de la vente et tout, c'est pas forcément le scénario idéal. Donc, Je co- tout pour dire qu'il faut trouver un compte fiscaliste pour nous accompagner. Écoute, c'est des super de bons points. Mais j'aimerais ça terminer par le podcast par une question là, que je commence à en entendre beaucoup parler dans mon entourage, que j'ai vécu personnellement. Un client qui ne paye pas. C'est quoi mes recours? Mhm. Qu'est-ce que je fais? Donc, ouais. Donc, la première question, c'est toujours, aviez-vous un contrat? Donc, tout dépendant aussi du service.
du type de service, mais est-ce qu'on avait un contrat de service? On va dire qu'on est prestataire de service pour une compagnie, on fait du service conseil. Est-ce que j'avais un contrat en bonne et due forme qui expliquait c'est quoi les termes, les modalités de paiement? Et ensuite, si, le cas échéant, si c'est oui, ben on espère que dans notre contrat, on avait aussi une clause pour les intérêts en cas de retard de non-paiement, pour être capable d'activer cette clause-là aussi pour venir ajouter des intérêts au temps qui court. Et après, je dirais que si tu remarques après, par exemple, 30 jours que ton client n'a pas l'intention de te payer puis qu'on est hors délai, de commencer par une mise en demeure. Donc, c'est la première étape. Tu peux commencer par la préparer toi-même, puis l'envoyer au nom de l'entreprise. Si ça donne aucun effet, j'essaierai une autre mise en demeure, mais par un cabinet d'avocats, donc pour montrer qu'on est sérieux dans la démarche. Et si ça fonctionne toujours pas, ça dépend du montant après. Donc, est-ce que tu vas aller aux petites créances? Est-ce que tu vas prendre une agence de recouvrement qui, elle, va harceler derrière? Que ce serait ça comme tes autres options par la suite. Puis si l'entreprise fait faillite, après ça, c'est quoi qui se passe? Ouais, ça, c'est la particularité parce qu'après, tu fais partie d'une panoplie de créanciers. Puis ensuite, ça va dépendre de ton rang. Je suis pas spécialiste en tout ce qui concerne la faillite, mais c'est sûr que si tu arrives à ce moment où celui qui te doit de l'argent n'est plus en activité, tout se corse. Disons que je miserais pas sur le fait de pouvoir récupérer mon Cet montant dû. argent-là. Je Ouais. comprends. Je comprends. Eh ben, merci beaucoup. Aurais-tu un dernier point que tu aimerais partager ou on a couvert les essentiels? Un dernier truc qu'on n'a pas, en fait, on aurait pu en parler au tout début, c'était quand on a parlé des formes juridiques, mais c'était pour le nom de son entreprise, dans le sens que, exemple, si tu as un nom qui est original comme alias, qui est super original comme nom, mais comment tu t'assures que le nom demeure ta propriété tout au long de la vie de ton entreprise, et ce sera avec la marque de commerce. Donc, si ceux qui nous écoutent ont l'entreprise puis elle a un beau nom, ben, assure-toi qu'il est vraiment disponible. Pas juste au Québec, sur le REQ, ça suffit pas. Donc, est-ce que c'est disponible vraiment comme à travers le Canada? Puis c'est ici d'autres marchés comme les États-Unis aussi, ailleurs, pour ensuite faire la demande pour avoir l'exclusivité dessus. C'est vraiment important, c'est un actif, ça prend, c'est pris en considération aussi lorsqu'on la vend éventuellement dans cette entreprise. Puis, est-ce que c'est dispendieux protéger une marque de commerce ou c'est quand même abordable? Ben, tout est C'est quand même relatif, abordable. là. C'est relatif. Bien sûr, c'est relatif, mais ça l'est dans le sens que tu peux trouver autant un professionnel qui va le faire pour 1500 à 2000 $ que pour plus, mais ça reste que c'est plus abordable que certains pourraient le croire. Ah, c'est. Puis est-ce que je dois payer année après année pour le protéger un peu comme un nom de domaine ou une fois que j'ai enregistré la marque de commerce, j'ai pas plus de frais annuels? Ce sera bon pour 10 ans, puis ensuite tu paies ton renouvellement, mais c'est quand même une bonne période, là. Ah non, ok, wow. C'est vraiment moins cher que j'aurais pu imaginer. Je m'attendais dans des dizaines de milliers de dollars, centaines de milliers de dollars, Oui, là. ben c'est pas un brevet. Tu sais, des fois, les gens, ils vont aussi penser que c'est comme un brevet. Puis ça, c'est un autre milieu complètement que je ne connais pas, mais qui est plus dispendieux de ce que j'ai compris. Mais ça les pend. Puis je voulais qu'on en parle juste pour que les gens comprennent que Ah. des fois, ils se freinent de même demander à quelqu'un ça coûterait combien parce que pour eux, c'est sûr que c'est comme 10 000 $. Écoute, je me suis toujours freiné en me disant, ah, c'est pas, écoute, je serais jamais capable de me payer ça, mais écoute, ça l'ouvre les yeux. C'est une très belle conclusion, honnêtement. J'ai adoré la discussion d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez aimé la discussion d'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous aide beaucoup, c'est de faire un like, un partage, un commentaire, d'en parler à vos amis entrepreneurs, le partager sur vos médias sociaux. Et puis, si vous aimeriez me poser des questions, n'hésitez pas à venir jaser avec moi sur LinkedIn. Venez vous abonner. Je suis très présent sur LinkedIn. Et puis, j'aime beaucoup ça, recevoir vos commentaires. Et j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le début d'Alliance Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref et bien sûr, mon commerce en ligne. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.